Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invitée aujourd'hui est pétillante de vie. Elle nous donne envie vraiment d'embrasser la vie. Elle est thérapeute, auteure, médium, énergéticienne. Elle canalise les êtres de lumière. Elle a aussi écrit 3 livres, dont le dernier est Écoute ton âme et tout devient possible. On l'accueille tout de suite. C'est Virginie Bobet, bien sûr. Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour à tous. Merci à toi pour ton invitation. Je suis ravie d'être là. Merci. Ben, écoute, je suis vraiment ravie de t'inviter. Virginie, j'avais envie de commencer à parler un peu de ton chemin de vie. Parce que j'ai vu quelque part que tu dis que tu as fait un chemin de guérison par rapport aux blessures de l'enfance et qui t'a vraiment reconnecté à ta médiumnité. Parce que je pense que tu étais médium déjà quand tu étais petite, hein, et puis tu t'étais peut-être un peu déconnectée. Alors parle-nous de ce qui s'est passé, si ça ne te dérange pas. Quel a été ton chemin de guérison, Virginie? Ah, c'est une vaste question. Oui, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu en fait des perceptions, mais que je qualifiais pas de médiumnique à l'époque, hein. Pour moi, c'était des visions, peut-être un imaginaire un peu trop développé. C'est comme ça que je me disais parce que j'avais vraiment la perception qu'il y avait plusieurs mondes dans notre monde. Et puis, je pouvais jouer et donc être concentrée dans mon jeu et entendre toutes sortes de paroles dans ma tête, dans mes oreilles. J'avais l'impression d'être comme quand on est au marché où il y a plein de conversations qui se mêlent, mais parfois avec des langages anciens ou parfois avec des mots étrangers que je ne connaissais pas. Donc j'avais ça en moi, c'était naturel en fait. Je faisais pas de distinguo, je ne savais pas que les autres n'entendaient pas ainsi. Et puis je vivais mal mes endormissements parce que je me sentais me décorporer et ça me donnait des angoisses. Et je me sentais aussi tomber dans mon corps quand je me réveillais, ce qui était assez désagréable. Il y avait des phénomènes comme ça un peu étranges et c'était pas toujours facile à vivre en réalité. Mon enfance n'a pas été facile non plus dans le contexte familial dans lequel je suis arrivée. À un moment de l'adolescence, il faut se construire une personnalité humaine et là, c'était trop de devoir porter tout cela et de se construire soi. Alors, j'ai fait le choix, je me souviens bien, hein, très bien consciemment, de, de, de couper avec toute cette vie autour de moi qui était particulière, qu'il n'y avait que moi qui voyais. Et puis, les personnes qui me côtoyaient se sentaient parfois très inconfortables à mes côtés. Je pouvais dire des choses qui sortaient tout seules de ma bouche et qui n'étaient pas toujours reçues avec... c'était difficile, parfois c'était des vérités. C'était pas très simple à entendre pour eux. Alors, on m'a beaucoup dit de me taire. Donc, j'ai eu cette impression, en fait, que c'était trop difficile de vivre avec tout ça. Donc j'ai fermé à l'adolescence toutes ces capacités. Ça m'a pris quelques mois, mais avec volonté, j'ai fermé. Et puis j'ai essayé de grandir. Puis quand on grandit comme ça, en niant une partie de soi-même, bah en fait c'est pas très glorieux en fait. On se sent pas très très bien avec soi-même. Et du coup, bah j'ai essayé de faire un peu comme tout le monde, de trouver du sens à ma vie, à ma manière. Et quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans, eh bien, je me suis retrouvée au plafond, mais avec plein d'êtres de lumière autour de moi. Et là, je me suis vue par au-dessus, j'ai vu la salle d'accouchement et je me suis dit, oh, je meurs. Mince, j'ai pas eu le temps de rencontrer mon fils, quel dommage, j'étais vraiment, mais non, c'est trop nul. Et à la fois, je me sentais bien, entourée de tous ces êtres
aussi vite, plus vite même que je vous le raconte. J'ai eu senti comme si on m'aurait enfoncé dans mon corps un peu de travers, pas trop bien. Mais à partir de cet instant-là, les capacités médiumniques sont revenues complètement, en fait, avec beaucoup de difficultés finalement entre devenir mère avec ce premier enfant et en même temps récupérer ces capacités qui étaient c'était très inconfortable en fait. Hein, j'étais pas bien du tout. Mais il y a quelque chose qui m'a aidée finalement, c'est de me dire que je ne pouvais pas transmettre l'héritage à mon fils comme mes parents et ma famille m'avaient transmis le leur. Et alors j'ai dit, il faut que je travaille sur moi. Ma première idée, c'était de libérer la charge émotionnelle énorme de souffrance que j'avais. Et j'étais voir des thérapeutes. Je suis tombée fort. C'est vrai que la vie est bien faite, parce que je suis tombée sur des personnes hyper à l'écoute, qui m'ont beaucoup aidée et qui étaient branchées, comme on dit, qui avaient des capacités. Et il y a eu tout un cheminement lent, mais nécessaire ô combien je repasserais par là de toute façon s'il fallait recommencer. Même si c'était douloureux de gratter le fond de la casserole, comme moi je dis, c'est-à-dire d'aller vraiment chercher au fond de soi-même qu'est-ce qui s'était passé, au fond de soi, dans l'enfant intérieur, etc. Et, hum, et j'ai beaucoup lutté contre ma médiumnité à ce moment-là parce que elle m'aidait dans mon travail avec moi-même, mais je ne voulais pas retomber comme en enfance. Alors j'ai lutté jusqu'à ce que j'accepte. Et là, il y a eu un basculement en fait. Et lorsque parce que je ne l'ai pas encore dit, mais tu travaillais aussi comme soignante, Mm. hein, tu es une ancienne soignante en cancérologie et soins Ouais. palliatifs. Donc, tu étais dans un environnement où on aidait déjà les autres. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es permis, je ne sais pas si c'était après ou avant la naissance de ton premier enfant, mais est-ce que tu t'es permis à te laisser aller avec ces êtres de lumière, on va dire, à cette époque? Comment ça se passait? Mm. Cette période, c'était une période de transition, même si j'ai été 9 ans soignante, c'est quand même long. Moi, j'ai adoré mes années de soignante, d'être auprès des gens, de pouvoir les accompagner dans leur quotidien, dans leurs gestes quotidiens. Ça a été un grand apprentissage pour moi. J'avais la vingtaine, j'ai beaucoup appris auprès des personnes, auprès d'une équipe aussi. C'était tout ça, ça faisait partie de mon univers. Et je ne peux pas dire que j'avais réellement conscience que j'avais une équipe de lumière avec moi, autour de moi. Pas à ce moment-là. J'avais des perceptions, par contre, Je savais, par exemple, sans rentrer dans la pièce, si la personne était toujours présente ou décédée. On était en soins palliatifs, c'était notre quotidien. Et c'était comme si je sentais si les âmes, elles étaient là ou pas. Il y avait beaucoup de synchronicité étonnante qui faisait que lorsque j'étais de garde de nuit, souvent la nuit, il y avait souvent une série en fait de décès. Moi, je ne le comprenais pas à l'époque, je percevais pas cela comme ça, mais après, avec le recul, j'ai compris que ma présence faisait que j'étais comme une passeuse d'âme, ça permettait à des âmes de choisir de partir à ce moment-là, en fait. Comme si j'ouvrais un portail d'une certaine manière, et si c'était leur moment, elles pouvaient partir. Mais euh, c'est, c'était une autre étape de ma vie que de mettre ma main dans celle des guides spirituels et des êtres de lumière. Parce que, en fait, il fallait d'abord que j'accepte cette médiumnité. Elle était encombrante pour moi, très encombrante. Et je n'en voulais pas. Je ne la comprenais pas de toute façon. Je n'avais pas les codes, je ne savais pas ce que c'était. Elle m'envahissait énormément et si j'aurais pu m'en débarrasser, je m'en serais débarrassée comme ça. Mais elle était là, tenace. Et puis, petit à petit, j'ai compris à quoi elle servait. Un jour, j'ai dit, OK, si c'est là, si ça peut aider du monde, j'accepte.
Et ça a été le grand changement, le grand bouleversement. À partir de ce moment-là, j'ai été initiée, j'ai vu, je voyais déjà un peu, mais j'ai vraiment vu. Et puis aussi, j'ai entendu, mais je percevais déjà énormément de choses dans mon corps. Et là, j'ai pu percevoir des êtres de lumière et j'ai pu être initiée. Ça a été vraiment un grand bouleversement, en fait. C'est comme si j'acceptais d'aller à l'école de Poudlard, si vous voulez. Oui. Ben, en fait, tu leur as ouvert la porte, en fait, Ouais. tu leur as donné la permission Mm. de pouvoir aller plus loin dans ton développement personnel et spirituel et d'aider les gens ensuite, quand tu as quitté l'hôpital ou la maison de retraite, je ne sais pas exactement ce que c'était. J'étais en clinique, ouais. Mm. Bah, D'accord. en fait, oui, c'est ça. Il y a, ce qui était intéressant, c'est de voir ce switch parce que jusque-là, j'étais en lutte, en fait, contre tout ce que je vivais en moi, autour de moi, et je me bagarrais contre la vie, en fait. Et dans les premières initiations qu'ils m'ont données, ils m'ont dit, arrête de lutter parce que tu détruis tout autour de toi. Et c'était terrible à entendre, et pourtant, c'était d'une vérité implacable. Et du coup, ça m'a vraiment obligée à ravaler mon ego et de travailler avec humilité. Et ils m'ont dit l'amour. L'amour, c'est toujours la clé. Je me souviens très bien d'un moment où je me réveille dans ma nuit et j'ai cette perception de ne pas être tout à fait dans mon corps, mais d'être comme dans un sanctuaire qui ressemble un peu à une pyramide égyptienne un peu. Et je suis à l'intérieur et je me vois assise au pied des marches. Et ces marches, c'est comme un promontoire ensuite. Et sur ce promontoire, je vois Marie, la Vierge Marie, et elle me regarde, nos regards se croisent, et là, je me sens mon corps exploser en fusion nucléaire d'amour, et elle me glisse ça dans mon corps, et j'ai vraiment cette sensation que ça grave quelque chose, ça tatoue quelque chose dans mon corps, et elle me dit, l'amour sera toujours la clé. Et elle me dit, alors choisis l'amour. Et là, il y a des transformations qui se font en moi. C'est-à-dire que je ne peux plus vivre pareil que le jour d'avant avec ce genre d'initiation. J'ai vu des grands êtres venir, mais aussi des êtres que je n'identifiais pas vraiment. C'était juste des êtres de lumière. Soit ils venaient me parler. Des fois, je n'entendais pas ce qu'ils me disaient. J'entendais juste qu'ils me transmettaient quelque chose et j'avais l'impression que j'étais téléchargée de quelque chose. Mais je ne savais pas quoi et c'était frustrant parce qu'on a besoin un petit peu de contrôler, de comprendre. Mais non, il n'y avait rien. Et en fait, dans les jours qui suivaient, je voyais où me menaient les leçons. Ça revenait en boucle, on me montrait la même chose, un phénomène, un mécanisme que je mettais en place, par exemple. Et il me dorlotait d'amour il me rassurait beaucoup. Et je ne me sentais plus seule. C'était incroyable, cette période-là. Mais j'étais en guerre, hein, contre moi-même. Donc il fallait énormément de baume de paix pour calmer cette furie en moi. Et donc, quand tu dis, il me donnait tellement d'amour, bien sûr, en tant que thérapeute, on se comprend, si tu veux, ce que ça veut dire que l'amour. Mais il y a des gens qui vont peut-être se demander, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par donner tant d'amour? Quel genre d'amour? Quelle qualité a-t-elle? Comment tu te sentais? Tu parles de paix, par exemple. Mhm. Écris-nous un peu. En fait, c'était souvent à des moments où je me posais, parce que dans le mouvement, dans l'agitation, ça ne se déroule pas comme cela. C'était des moments où je me posais, où j'essayais à ma manière de lâcher prise. J'essayais de respirer, par exemple, tout simplement, ou de me caler juste sur l'instant présent, en essayant de ne pas laisser mon mental partir à droite, à gauche. Et en fait, j'étais cueillie et enveloppée, en fait, sans que je ne le demande par un sentiment de douceur infinie qui venait ouvrir l'espace à l'intérieur de moi, ouvrir mon cœur, mais aussi apaiser mon mental, comme si d'un seul coup je n'avais plus vraiment de pensée, à part les pensées qui disent wow, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je ressens là? Je me sentais comme être bénie en fait à cet instant-là. Et je sentais vraiment physiquement.
et c'était comme des bras aimants et sécurisants. C'était vraiment physique et émotionnel. Et parfois, je me sentais comme me soulever à l'intérieur de moi et grandir, m'expanser. Et je voyais beaucoup de lumière dans mon regard astral. C'était comme si la lumière venait me chercher. Et pourtant, elle me laissait là, dans mon corps physique. Et ça pouvait durer quelques secondes, très éphémères, ou plus longtemps. Et quand je sortais de cet état, enfin, je ne sais pas si c'est moi qui en sortais ou si ça s'arrêtait de soi-même, mais en tout cas, quand ça s'arrêtait, eh bien, je me sentais mais tellement plus apaisée, reliée, alignée, comme si je pouvais m'appuyer sur un socle solide. Et c'était comme une recharge de batterie d'amour pour continuer à avancer. Et souvent, ça se présentait à cette époque-là quand j'en avais le plus besoin, en fait, quand je me sentais tourmentée à l'intérieur ou quand je demandais de l'aide. Et en fait, à cette époque-là, je ne savais pas vraiment à quoi ou à qui je demandais de l'aide. Je demandais de l'aide de façon globale, comme ça. Euh, et cette magie arrivait. C'est formidable quand on entend ça, franchement. Et quand tu ressens tes êtres de lumière, que tu ressens ou même vois ou aperçois la Vierge Marie, comment est-ce que tu fais la différence entre les deux? Est-ce que c'est une question d'énergie? Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois ou qu'ils te disent? Mhm. En fait, avec le temps et la force de recevoir et rencontrer des êtres de lumière de différentes natures énergétiques, eh bien, on commence à apprendre en fait à identifier leurs fréquences. Eh ben, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous décrochez votre téléphone, vous savez pas qui est au bout, mais à la voix, vous savez que c'est votre compagnon de vie, un enfant, un parent. Vous le savez parce que vous le reconnaissez à sa voix, son intonation, etc. Eh bien, avec les guides, c'est pareil, en fait. Les guides de lumière, arrive avec une énergie euh, qui est avec moi. Ce sont des enseignants, hein, ce sont des enseignants qui sont avec moi, les aides de lumière. Donc, ils ont une posture d'enseignants, ils sont très stables, ils sont pas rigides, mais ils sont aussi avec beaucoup d'humour parfois. Et c'est une énergie, oui, un peu scolaire, on pourrait dire parfois. Quand ce sont des êtres ascensionnés, des maîtres ascensionnés, on parlait de Marie il y a quelques instants, Marie et Yeshua, Sananda, Jésus viennent avec des énergies d'amour incroyables. Ils sont dans le féminin sacré, ils sont capables de nous envelopper d'un amour incroyable. Et c'est très doux pour le coup. Là, on a vraiment l'impression qu'ils n'exigent absolument rien de nous, ils n'attendent rien de nous. Ils sont juste là et si nous sommes capables d'ouvrir un tout petit peu notre cœur à cet instant, dans l'espace de cet instant-là, on peut être envahi d'un amour très porteur. Il n'y a aucun jugement vraiment dans les êtres spirituels qui viennent. Et il y a beaucoup de compassion, beaucoup d'amour en tout cas. Hmm. Donc je fais la différence par ressenti énergétique, par leur vision aussi. Certains guides viennent avec des colorations particulières, certains travaillent avec les rayons ou les flammes de couleur. Eh bien, ça peut venir comme ça aussi. Ils sont précédés et accompagnés d'une lumière en particulier. J'ai longtemps travaillé, et je travaille encore un petit peu, avec la flamme violette de Saint-Germain. Eh bien, du violet partout dans mon regard astral, et puis d'un seul coup, sa flamme qui arrive, et puis lui qui vient apaiser. Je ne vois pas toujours forcément les visages, ce n'est pas tout à fait comme ça. Parfois, oui, mais pas tout le temps. Et quand ils s'adressent à moi, c'est leur vibration qui rentre dans mon champ d'énergie, qui fait que, oui, je sais que c'est eux. Et puis, leur phrasé. Leur façon de s'exprimer, c'est pas la nôtre. Ils s'expriment pas comme nous. Ils ont une manière de parler et ils ont aussi la conscience n'est pas duel comme nous, où on compare, Non, chez eux, c'est autre chose. Intéressant quand tu dis ils ont une façon différente de parler parce que quand on entend des gens qui canalisent, euh, c'est vrai que leurs phrases sont quelquefois très, je sais pas comment dire en français, mais tu sais, très, un peu comme un poème. Oui. Tu vois ce que je veux dire?
Ça rime souvent. Est-ce que Ça peut. tu as ça aussi, toi? Moi, ils ne font pas de poèmes avec moi, mais parce qu'il y a des canals qui reçoivent de vrais poèmes, vraiment, et c'est d'une beauté incroyable. Moi, ne font pas de poèmes avec moi. La communication que j'ai, et un peu d'espèce d'accord que j'ai avec eux, c'est vraiment d'enseigner à chacun la lumière qu'il porte, lui dire à quel point il est capable d'avancer, de dépasser ses difficultés, par exemple. Du coup, nous, on est sur un volet un peu plus dans une recherche de souveraineté, de trouver son autonomie. Alors, on est moins dans la poésie, c'est vrai, même si ça peut. Par contre, c'est toujours très beau et lumineux et ils sont capables d'utiliser des images très percutantes parfois. On se dit, oh, bah, on aurait dû y penser à celle-là parce que c'est parlant. Et puis, ils ont un rythme de parole aussi qui est bien particulier. Certains aussi disent que parfois ma voix change si parce que j'ai deux manières de canaliser. Soit j'entends et je répète et ils passent plutôt en télépathie à ce moment-là avec des blocs pensés et je peux exprimer ce qu'ils veulent exprimer. Ou alors ils peuvent m'incorporer. Donc là, c'est leur voix qui parle à travers moi. Et c'est vrai que du coup, c'est arrive que ma voix change et même ma posture, tout. Il y a des choses qui évoluent un petit peu parce qu'ils, leur énergie rentre à l'intérieur de moi. Je leur laisse l'espace pour. C'est une manière de canaliser parmi d'autres, mais moi c'est comme ça que j'aime bien les laisser passer parce que en fait leur voix, même si c'est ma voix à moi, mais leur énergie passe dans ma voix de façon beaucoup plus puissante et ainsi ceux qui écoutent sont euh, embarqués encore plus dans l'énergie, dans le moment. D'accord. Et quand tu dis, par exemple, si tu as une image et que tu interprètes, si c'est pas vraiment le bon mot, est-ce ils te le disent? Est-ce qu'ils te Il me disent? corrige. Oui, oui. En fait, des fois, je demande en fait quelle est la traduction exacte des blocs pensés qu'ils m'envoient. Moi, je n'essaye pas d'interpréter. Je dis voilà ce que je vois, voilà ce que je. Voilà. S'il y a un mot très précis qu'ils veulent me donner, ils me l'écrivent en lettres capitales devant mes yeux. Et du coup, je le vois et dans mon regard astral, je vois le mot entier et je peux pas le lâcher en fait. Ils me le mettent jusqu'à temps que je l'exprime. Donc, parfois, ça a besoin de grande précision. Et parfois, non. Parfois, en règle générale, ils répondent à toutes les questions, mais on va dire 10% des questions, ils répondent pas. Ils me font, non, pas de réponse. Oui. Alors, je pense que c'est lié aussi à ce qu'on demande. Peut-être parfois, c'est trop humain. On essaye trop de couper les cheveux en quatre, je pense parfois. D'accord. Et donc, tu sais, les guides, souvent, on dit que ils ont peut-être été humains ou ils ont peut-être été d'une autre planète et qu'ils sont arrivés à un niveau tellement haut qu'ils peuvent guider les autres. Est-ce que tu connais les vies parallèles ou antérieures, on va dire, ce que faisaient tes guides avant de te guider? Eh bien, il y a de tout en fait. Il y a des êtres qui nous guident et qui ont été nos partenaires. Et il y en a même qui, me disent-ils, font partie de notre famille d'âme et ils évoluent en même temps que notre âme. Mais ils choisissent de prendre un rôle particulier, celui de guide spirituel pour nous accompagner. Mhm. Et il y a des guides spirituels qui, en règle générale, ils me disent là qu'ils ont expérimenté la vie terrestre. Peut-être pas avec nous, peut-être à d'autres moments, entre guillemets, mais ils ont expérimenté la vie terrestre. Et ils ne sont pas forcément extrêmement évolués par rapport à nous. Les guides spirituels, ils sont vraiment à notre portée. Les archanges, les maîtres ascensionnés, eux sont très très élevés dans leur conscience, ou parfois des consciences qu'on peut capter de d'autres planètes. J'en profite puisque tu m'as tendu la perche et eux vivent dans une
dans des planètes avec des vibrations beaucoup plus hautes que la nôtre et des consciences beaucoup plus éveillées. Alors, ces êtres-là, quand on les canalise, on sent bien qu'ils ont beaucoup de recul sur ce que nous, on vit. Alors que quand on discute avec les guides spirituels, et cette semaine, j'ai beaucoup parlé alimentation, par exemple, avec les personnes que j'ai accompagnées en séance individuelle, les guides spirituels, ils vous disent, oui, il faut que tu arrêtes de manger du gluten. Alors oui, c'est très concret en fait, c'est très pragmatique. Euh, je ne suis pas sûre que les maîtres ascensionnés vont vous dire faut arrêter de manger du gluten parce qu'eux, ils s'occupent pas Oui, de notre petite vie à nous, si je peux dire ça comme oui. ça. Ils s'occupent plutôt de l'éveil d'une certaine frange de la population ou même de notre humanité. Donc en fait, ça dépend en fait quel guide, quelle strate, et je pense qu'on a besoin de conseillers tout près de nous qui nous connaissent bien et qui va venir nous parler de nous. Ça, c'est les guides spirituels. C'est pour ça qu'en séance individuelle, on est avec les guides spirituels, ils donnent beaucoup d'informations et ils parlent comme je vous parle là. Parfois, ça va très très vite. Quand on est sur un message plus collectif, eh bien là, on va aller chercher des informations auprès des maîtres qui vont avoir, oui, un langage plus global, effectivement. Donc, il y a de tout. Tout est possible. Et donc, puisque, d'après ce que tu viens de dire, ça t'arrive aussi de communiquer avec des êtres galactiques? Oui, ça peut arriver. Mhm. En fait, pour moi, tout ça, c'est des âmes. C'est comme les gens qui me disent, ah, mais vous connaissez aussi les animaux, bien sûr, parce que ce sont des âmes, en fait. Une fois qu'on sait canaliser une âme, on sait toutes les canaliser. Il n'y a pas de frontière dans le monde spirituel. Il n'y a ni temps ni espace. Tout cela se franchit aisément. Donc, bien sûr, si on se sent prêt et qu'on a besoin aussi d'aller chercher des informations, euh, et puis des fois, on ne sait pas qui va nous répondre. On pose juste une question et parfois, on a de très belles surprises de qui vient nous parler, effectivement. Mais il y a beaucoup d'êtres aussi qui viennent parler et qu'on ne connaît pas leur identité. On ne sait pas qui ils Bien sont sûr. et pourtant leurs messages sont absolument exceptionnels. Et de plus en plus, même les grands maîtres parfois me disent, tu ne dis pas qui je suis. Ça a été le cas pendant quelques années, juste avant 2020, où je canalisais Maître Saint-Germain et il me disait, ne dis pas, ne dis rien, ne donne pas d'indices. Et il s'exprimait. Et les personnes qui écoutaient ou qui étaient dans la salle à ce moment-là, ils pouvaient identifier parce qu'ils voyaient le violet ou ils connaissaient sa vibration. Mais en fait, ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'est le message. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas le messager toujours qui est important. Toujours, ce qui est important, c'est le message, par contre. Oui, bien sûr, les êtres spirituels n'ont pas l'ego des humains aussi. C'est ça. Les êtres galactiques sont charmants, parfois très très élevés en vibration et du coup ils peuvent nous dire des choses qui nous étonnent et ça nous remet quelque part à notre place en se disant bon, on a encore à évoluer nous sur la Terre, hein, parce que en général ils sont dans l'union, dans la réunion, dans le un, et nous on est encore en dualité sur beaucoup de choses. Alors du coup on se dit bon, ben oui, on va faire des efforts Oui. humainement. Oui. Bon, on est à l'école, hein, donc il faut qu'on prenne le temps de monter les classes Et puis pour, d'apprendre, oui, c'est ça, pour pouvoir exactement. s'élever. Si on le faisait tout d'un coup, peut-être que ce serait un peu choqué. On serait choqué, je ne sais pas. Ben, oui, puis parfois, en fait, parfois il y a des messages qui semblent vraiment un peu déconnectés de notre réalité terrestre, en fait. On se dit, ah oui, ils nous disent que tout est amour et que nous Oui, devons nous réunir tous et marcher d'un même pas. C'est magnifique. Mais concrètement, là, dans mon quotidien, en fait, je vois pas trop. Donc, oui, des fois aussi, c'est intéressant d'avoir juste un dialogue avec son guide spirituel. Au moins, on est terre à terre et on reprend le métier à tisser là où on en était arrêté. ouais, c'est une belle image, ça, oui. Alors, on pourrait peut-être demander quel message les êtres de lumière, si tu peux te connecter, les êtres de lumière ont-ils envie de faire passer maintenant sur ma chaîne?
Mhm. Ça peut être ce qu'ils veulent en fait, hein. Qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qui est important de dire Eh ici. bien, c'est les enseignants de la Fraternité Blanche qui est là avec moi, avec nous, et oui, ils veulent bien prendre la parole. Vous voulez passer à travers moi directement? Oui, ok. Alors, ils passent à travers moi. Merci. Que de joie de pouvoir vous interpeller comme cela et merci pour cette opportunité. Il y a tellement de beauté dans ce monde. Parfois pourtant, vous ne voyez que ce qui ne marche pas bien, que ce qui est encore lacunier. Mais voyez déjà que ce monde en transformation n'appelle que vous, chacun, individuellement, à faire simplement un pas, une marche à gravir, une à la fois. N'ayez crainte, car vous êtes absolument parfait pour le chemin qui est devant vous. Vous croyez souvent qu'il vous faut courir après une prise de conscience, libérer encore quelques karmas ou héritages transgénérationnels. Mais il n'y a rien à rejeter. Soyez tel que vous êtes. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas œuvrer pour arriver à vous délester suffisamment pour être vous-même pleinement et savoir surtout ce que vous désirez vivre. Car vous avez parfois oublié aussi que vous avez un pouvoir créateur immense et que ce pouvoir créateur est actif à chaque instant. Alors que voulez-vous faire de votre vie? Non pas du faire comme vous entendez, ni du avoir. Nous ne parlons pas de votre métier ou de biens matériels, même si nous pourrions en parler, il n'y a pas de problème, mais nous voulons vous dire, qu'est-ce que vous voulez vivre? La plupart d'entre vous est ici sur Terre parce que le champ émotionnel à expérimenter est vraiment extrêmement riche. Mais parfois, parce que vous avez envie de rester dans votre zone de confort, appelez-vous cela? Ce n'est pas très confortable en réalité. Mais en restant dans votre zone de confort, vous vous empêchez parfois de vivre certaines aventures, dirions-nous. Or, votre âme est ici pour vivre de grandes aventures. Vous n'êtes pas en danger parce que vous faites un choix. Si ce choix est dicté par votre cœur, alors il n'y a pas de danger. Savez-vous que nous vous soutenons à chaque instant? Savez-vous qu'il n'y a pas de bon chemin ou de mauvais chemin? Savez-vous que vous ne vous égarez pas? Parce qu'en réalité, vous êtes sur votre chemin. Le chemin, c'est déjà de marcher sur votre chemin, de faire un pas puis l'autre chaque jour. Alors si chaque matin, le soleil se lève pour vous, c'est que vous avez une nouvelle opportunité de faire de cette vie qui vous appartient. Ce n'est pas nous qui la vivons, c'est vous. Un chemin extraordinairement riche. Alors osez, oui osez. Vous êtes à une période de l'existence où toutes les cartes sont rebattues et vous allez voir beaucoup de mouvements autour de vous. Mais peut-être qu'il est temps que vous aussi vous fassiez du mouvement. Ce mouvement, faites-le. Osez. Tout ce qui ne vous convient pas et qui vous contraint, vous vous sentez étriqué, c'est que votre âme est en train de vous dire, il est temps de sortir de cette zone de confort. Et vous serez, quoi que vous choisissiez, si c'est un choix du cœur, accompagné dans votre épanouissement. C'est cela l'air qui arrive, un air d'épanouissement. Mais avant de pouvoir s'épanouir, vous l'avez perçu depuis quelques années. Cela est très allergisant. Tous ces injonctions
Tout ce qui était OK avant et que vous ne supportez plus aujourd'hui. Tout cela, ce sont les indices qui vous mènent vers votre épanouissement. Votre âme, votre cœur, c'est-à-dire vous, vous êtes personnellement en train de grandir et nous veillons sur vous. Nous vous tenons la main. Alors, si nous n'avons qu'un conseil à donner en cet instant, c'est faites un peu de calme dans votre tête et venez écouter. Osez écouter ce que vraiment vous avez envie de vivre au fond de vous, dans vos tripes, comme vous dites. Parce que ce message-là que vous allez recevoir, même si vous en avez peur humainement, même si, vous ne savez pas si c'est juste, vous guide. Et même si le message se transforme au fur et à mesure du chemin, même si vous pensiez à aller jusqu'à B et en fait vous arrivez à C, peu importe, vous aurez marché sur ce chemin. L'époque du métro boulot dodo, comme vous disiez, l'époque où vous êtes insensible, anesthésié parce que vous ne trouvez pas du sens à votre vie est révolue à présent. Mais ne soyez pas un poulet qui court sans tête. Votre conscience s'aiguise. Votre intérieur se met à vibrer des alertes et des espoirs. Alors, écoutez, écoutez, et vous recevrez. Nous y veillons. Recevez notre amour, recevez notre amour vraiment là en cet instant. Bien sûr que votre mental peut se contorsionner à notre message, mais laissez ces mots glisser à l'intérieur de vous pour réveiller un peu la flamme qui est dedans. Allumez cette flamme, allumez cette flamme. Merci. C'est difficile de parler après cela parce qu'il y a tellement de belles choses, de belles paroles et je vais essayer de rebondir un petit peu là-dessus. D'abord, merci aux êtres de lumière, surtout merci à toi, Virginie, euh, de nous les transmettre. Est-ce, est-ce qu'il faut être courageux ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Parce qu'on parle, ils nous ont parlé d'intériorité, de vraiment d'être à l'intérieur de nous-mêmes avant de, je sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais d'être plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, en fait. Beaucoup de personnes vivent par le regard des autres, par exemple, mais de vraiment se reconnecter à quelque chose d'autre qui est nous, qui peut amener cette liberté peut-être dont il parlait, pour nous grandir, en fait, pour que l'on soit en unité avec nous-mêmes. euh, et de vivre une liberté, je ne vais pas dire totale parce que je ne pense pas que ce soit possible sur Terre, mais une liberté pour nous mouvoir plus facilement et nous aimer, ça fait un peu, bon, nous aimer les uns les autres en fait plus facilement. Mm. Ils disent que ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous recentrer sur nous parce que nous avons jusque-là porté énormément de masques, énormément de d'apparence, parce que on croyait que l'on devait répondre à tous ces codes que l'on a intégrés au fur et à mesure de notre enfance et etc. Ils disent, vous croyez devoir être ce que l'on attend de vous, mais en fait, personne n'attend rien de particulier et faut peut-être essayer de ne pas se comparer, ne pas regarder ce que l'autre attend, mais être déjà fidèle à soi-même
Et ça, c'est un retournement parce que on était beaucoup dans l'extérieur, comme tu dis, et là, on nous demande d'être centré en nous. Et alors, il y a des gens qui font ce chemin, moi je le vois, et alors d'un seul coup, ils disent, mais en fait, ce travail ne me convient pas. Mais c'est une prise de conscience énorme et à la fois extrêmement déstabilisante. Et pourtant, de jour en jour et de semaine en semaine, ce message euh, peut être intégré doucement. Et on est dans une période, disent les guides, qui va nous amener beaucoup de changements. On va beaucoup bouger, on va déménager pour certains, on va changer d'emploi pour d'autres, on va changer de relation aussi. C'est-à-dire que les amis, peut-être qu'il y en a qu'on va plus trouver vraiment d'intérêt à discuter avec eux, alors qu'avant, c'était super, mais d'un seul coup, on ne se comprend plus ou on n'a juste plus envie de se parler, mais parce que nos vibrations commencent à devenir de plus en plus véritables. Alors avant, on faisait des efforts pour être comme un caméléon. Et du coup, ben, il y avait plein de faux semblants comme ça, même si c'était sincère, mais on avait un besoin d'appartenance qui était énorme. Aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer et ils disent qu'on va changer de relation. Il y a aussi même des couples qui vont se séparer, des rencontres d'âme à âme qui vont être très puissantes. Et nous avons quelques années, disent-ils, pour nous écouter et oser le changement. Et tout autour de nous, ça va évoluer et bouger. Beaucoup de gens vont aussi oser changer, là où nous, parfois, on n'a pas osé. Et du coup, ça va nous donner aussi une forme de légitimation intérieure pour bouger. Tout ça, c'est de la liberté, tu as raison. Et même si je ne sais pas si on peut avoir de la liberté totale, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'on peut déjà essayer d'être, faire quelques pas pour être plus libre et plus soi. Et être soi, pour moi, c'est de la liberté. Donc, je pense que ça passe par là. La co-création passe d'abord par ce que l'on est, ce que l'on vibre, ce que l'on émane, qui va alors attirer d'une certaine manière des événements, des rencontres bien particulières. Et plus on est soi-même, authentique, léger, sans se demander, oh là, est-ce qu'on va m'accepter comme ça? Est-ce que je vais plaire? Non, non, juste en étant juste nous-mêmes, eh bien, plus on va activer en fait ces mouvements autour de nous, parce que c'est des mouvements déjà en nous. Merci. On va, ça nous amène au pouvoir créatif Mm. dont tu parles beaucoup aussi. Ce pouvoir créateur est vraiment entre nos mains. Et quand on parle de mieux se connaître, quand on parle de, en fait, de se montrer comme on est, mais aussi d'utiliser, si tu veux, tous ces dons, ces qualités qu'on a, ces envies qu'on a de faire, parce qu'on est tous nés avec des qualités différentes, et bien heureusement, d'accord? Euh, comment tu aides, parce que je sais que tu le fais très bien, mais comment aides-tu les gens qui un- ont un peu de mal à comment dire, à atteindre ou à prendre en main ce pouvoir créatif pour bouger, pour faire autre chose, pour créer leur vie telle qu'ils la veulent, en fait. Quels sont les ingrédients, si tu veux? Mhm. Merci. Déjà, je rappelle que le pouvoir créateur, on l'utilise tout le temps, hein, à chaque instant, hein. Que vous en soyez conscient ou pas, vous utilisez votre pouvoir créateur. Vous l'utilisez avec vos pensées. Tout ce flot de pensées crée un champ, une coloration, si vous voulez, un champ énergétique autour de vous et qui va rentrer en communication avec notre environnement. Et c'est ça qui va créer, en fait. C'est ça qui va faire qu'on va appeler. Euh, Ensuite, il y a tout ce que l'on dit, tous les mots qu'on utilise, le vocabulaire, l'intention qu'on met derrière nos mots. Et puis il y a tout ce qu'on ressent profondément. Tout ça, ça va créer un espèce de champ énergétique qui va être un aimant. Et les guides aiment dire, vous êtes des aimants surpuissants. J'aime bien parce que quand ils disent ça, ils veulent dire des aimants qui attirent, mais aussi des aimants au sens aimer. Donc j'aime bien qu'ils utilisent ce terme-là et je trouve ça
C'est vraiment rigolo. Donc nous sommes des aimants surpuissants. C'est se rappeler que même si on ne fait pas attention, qu'on n'a pas connaissance de ce pouvoir spirituel, eh bien ça s'active quand même en nous. Mais maintenant que vous le savez, essayez de l'employer à votre bénéfice, en fait. Effectivement, si vous avez tendance à beaucoup vous juger, vous aurez, ben, par conséquence, peur du regard des autres. Et forcément, vous allez peut-être avoir des déconvenues avec le regard des autres, parce que c'est ce que vous aurez attiré, parce que vous vibrez le jugement. Alors, si vous vibrez de la compassion, et si vous transformez votre jugement envers vous-même en je fais du mieux que je peux, chaque jour, un peu plus. Eh bien, vous allez voir que votre rapport à vous-même et votre rapport aux autres et au monde va complètement changer. C'est ça votre pouvoir créateur. Votre pouvoir créateur, ce n'est pas ce qu'on a appelé à un certain moment très réducteur, pensez à un objet et vous aurez l'objet. C'est pas ça. Le pouvoir créateur, c'est manifester à travers vous ce que vous voulez vivre. Par exemple, si vous voulez de la joie dans votre vie, parce que vous pensez qu'il en manque. Essayez de vibrer la joie. Faites-le pendant quelques jours. Essayez de faire des choses qui vous rendent joyeux. Essayez de regarder des films d'humour. Je ne sais pas, mais en tout, soyez avec des petits enfants qui sont naturellement en joie. Euh, et maintenez-vous dans cette vibration. Pensez joie, parlez joie. Et vibrez surtout la joie à l'intérieur de vous. Vous allez voir, il vous suffit de quelques jours. Et vous allez voir que là, vous manifestez la joie. Et là, votre pouvoir créateur va se booster de fou et vous allez commencer à recevoir de la joie. Et ce n'est pas facile parce que les pensées, on a l'impression qu'elles s'échappent de nous comme ça. On ne sait pas, on ne peut pas les rattraper. C'est pour ça que c'est toute une éducation après au quotidien de travailler son pouvoir créateur. Donc voilà les ingrédients que je pourrais vous donner. Et surtout l'ingrédient sur lequel souvent je discute avec les personnes que j'accompagne, c'est vous êtes légitime. Vous êtes légitime vraiment à être heureux, vous êtes légitime au bonheur, à la joie, en fait à tout ce que vous aspirez. Vous êtes légitime. Et souvent on croit qu'on n'est pas légitime, que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas assez quelque chose, qu'on est trop petit. Vous êtes légitime. Ça, c'est une grosse croyance limitante, en fait. Donc voilà les ingrédients que je donnerais. Il y en a beaucoup, mais pour le temps qu'on a, je vous donne cela déjà. Merci, merci Virginie. Alors, penses-tu que les synchronicités sont orchestrées par nos guides qui nous envoient des événements, des opportunités, font des petits signes, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? La plupart, oui, mais pas que les guides et les aides de lumière. Nous-mêmes, avec notre pouvoir créateur, avec cet aimant, on attire aussi des signes et des synchronicités. Euh, ensuite, il y a effectivement, par exemple, si vous vous ouvrez doucement à la spiritualité, que vous avez envie un petit peu de travailler avec l'univers ou avec votre guide, ça commence, voilà, vous essayez de faire des petites choses, vous avancez doucement là sur ce terrain-là, eh bien, les guides spirituels, ils vont peut-être remarquer que vous êtes attentif aux chiffres. Et du coup, ils vont vous mettre les focus sur plein de chiffres. Peut-être vous avez un chiffre fétiche d'ailleurs. Et ils vont vous le montrer sur les numéros des maisons, sur les plaques minéralogiques, sur le numéro de votre train ou je ne sais quoi d'autre, les heures miroirs et tout ce que vous voulez. Parce qu'ils vont comprendre l'intérêt que vous portez aux chiffres par rapport, vous l'associez au monde spirituel. Alors là, ils vont jouer à ça et ils vont essayer de vous braquer l'attention sur tous les petits chiffres. Et vous, vous trouvant le jeu rigolo, vous allez faire de plus en plus attention. Alors du coup, ben, vous voyez, c'est un peu comme ça cette co-création. C'est nous-mêmes avec notre vibration, notre âme, et puis aussi c'est une espèce de collaboration, complicité, c'est ça le mot que je cherche, complicité avec le monde spirituel, oui. Complicité avec le monde spirituel, ça c'est génial, oui. Euh, et est-ce que toi, tu as énormément, en tant que médium, tu as énormément de synchronicité, de signes, en plus des messages que tu reçois?
Il y a eu au début de ma complicité avec le monde spirituel, il y a eu beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Euh, Aujourd'hui, je dirais pas signe et synchronicité. Déjà, je n'ai plus besoin que le monde spirituel me prouve son existence. Donc, c'est acquis pour moi. Je n'ai plus besoin de cela. Mais j'ai maintenant une espèce de fluidité dans ce que j'entreprends. Il suffit que je dise au guide, bon, ok, je sais pas, par exemple, je prépare tel week-end, aidez-moi à fluidifier ça. Et tout va se mettre en place, des fois de manière complètement surprenante. Et je fais attention, moi, à ne pas y mettre mon humain, à vouloir contrôler, à vouloir que ce soit de cette manière-là exactement. Au contraire, j'essaye, moi, de me laisser surprendre par la vie et de dire, ok, je sais que de toute façon, tout sera parfait parce que même si je rencontre une embûche, je sais qu'elle va venir me parler, me dire peut-être quelque chose que je dois travailler à l'intérieur de moi, continuer à faire grandir, ou bien cette embûche, c'est peut-être un cadeau mal emballé, comme dit une amie à moi, mais c'est un cadeau. Mais moi, je n'ai pas la hauteur suffisante pour dire que tout de suite, c'est un cadeau. Au début, c'est plutôt une embûche. Mais j'apprends à accepter toutes ces synchronicités, tous ces événements comme étant aussi ce que moi j'ai attiré en fait et qui va venir m'enseigner, Voilà, bien même sûr. quand c'est difficile. Mhm. Même Mhm. quand c'est difficile. On parle de cadeaux, mais les cadeaux sont quelquefois euh, font mal quelquefois parce qu'on a des gens qui, même des amis, qui peuvent nous dire des choses, comme tu disais tout à l'heure, parce que les gens se lâchent plus maintenant, hein. Et comme tu disais, ce qu'on n'osait pas dire, même entre amis, parce qu'on voulait protéger la relation, eh bien maintenant les portes sont ouvertes. Moi, j'ai remarqué ça. Et puis j'ai perdu le fil de ce que je voulais te demander en disant ça, mais c'est pas On grave. parlait des cadeaux mal emballés. Oui, des cadeaux. Donc, en fait, ces cadeaux, ça peut faire mal au début, en fait. C'est ça que je voulais dire, merci. Donc, les cadeaux, ça peut faire mal, mais après, c'est un véritable cadeau quand vous passez au-dessus et que vous réglez tout ce que vous aviez à régler, en fait. C'est ça. Et vous sentez la personne encore plus entière, encore plus sincère, ça vous fait grandir aussi. Oui, complètement. Parfois, il y a des relations qui sont tellement de longue date que l'on n'ose même pas les remettre en question. C'est comme si ça avait toujours été et que ça sera toujours. Et parfois, dans ce genre de relation, justement, il s'est insinué des petites choses et au fur et à mesure, on se rend compte que on prend un rôle, on est particulier avec cette personne-là et parfois, les choses explosent parce qu'elles ne doivent plus continuer de cette manière-là, parce que comme nous sommes dans une recherche importante de liberté d'être, je parle, eh bien, ce n'est plus acceptable de prendre ce rôle-là avec cette personne-là, alors que on ne le fait pas avec les autres. Donc, finalement, c'est revenir à sa propre fidélité. Oui, parfois c'est nécessaire les clashs. Parfois, c'est nécessaire. Et il ne faut pas en avoir peur, même si la plupart du temps, on essaye de fuir les contrariétés, hein, on essaye d'aplanir tout. Mais que voulons-nous? On veut un monde parfait, aseptisé, lisse comme un œuf? Ou au contraire, on veut un monde que ça vibre, que ça vit, que ça joue? Hmm. Je dois peut-être avoir un petit côté latin comme ça. Il y a un côté un peu latin, vous savez, où oh, on s'enflamme, on dit les choses. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas. C'est ça qu'il faut retenir. Ça veut pas C'est dire sûr. qu'on s'aime plus, qu'il y a plus d'amour. Ça Oui. veut juste dire que parfois notre chemin, il est ailleurs, autrement. Bien sûr. Et puis les personnes évoluent de façon différente. Donc si quelqu'un est blessé, c'est son chemin aussi à comprendre pourquoi. Et si la personne ne peut pas aller au-delà, ça peut se comprendre, hein, quelquefois, parce qu'il y a des choses très difficiles à digérer. Eh bien, c'est son parcours aussi, et c'est le parcours de l'autre aussi, peut-être d'aller d'un autre côté ou de laisser le contrat fini, quoi, en fait, entre nous. D'accord? Mais quelquefois, quand tu es en week-end entre amis,
On n'a pas envie d'avoir des clashs parce que tu comprends pourquoi. On est en week-end chez quelqu'un et puis Uhum. Mais on a fait de très bons films, surtout français, sur ce genre de oui, réunion entre amis qui clashent. Tu ne crois pas? Moi, je pense qu'il y a du vécu derrière ça. je n'en dis pas plus, franchement. On va parler de karma maintenant. Virginie, comment décrirais-tu le karma? Parce que beaucoup de gens le décrivent de façon différente. Mhm. Pour moi, le karma, c'est une loi d'équilibre. Et ce n'est surtout pas punitif. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a eu comme interprétation là-dessus? Je vais faire simple. Cette loi du karma, elle nous dit qu'on peut expérimenter énormément de choses, ne serait-ce que sur la Terre. Partons juste sur la Terre. On peut expérimenter énormément d'expériences, c'est juste dingue. Mais l'âme, quand elle vient s'incarner, elle prend un personnage, c'est-à-dire elle prend un homme ou une femme et puis une histoire et elle la fait grandir. Elle a un essai dans ce corps-là. Et parfois, la souffrance est tellement importante en fait que ça nous fait faire des expériences et parfois ça nous fait des réactions aussi qui peuvent être compliquées. Cette loi d'équilibre, ça permet de recevoir une expérience et d'aller voir les différents prismes de cette même expérience. Par exemple, parlons de souffrance. On pourrait parler de trahison, par exemple. On pourrait dire que l'on vit une forme de trahison dans une de nos vies. Ça nous permet d'expérimenter cette trahison. Mais peut-être que dans la vie suivante, on va prendre les mêmes personnages, mais peut-être que l'on va trahir cette fois sans faire exprès, par vengeance, on peut expérimenter différentes formes de trahison. Et puis peut-être que l'on peut aussi simplement observer la trahison aussi d'un autre aspect et, et ne pas avoir réagi ou justement réagi. En fait, il y a à chaque fois mille manières de vivre l'expérience. Et cette loi du karma, elle nous permet d'expérimenter beaucoup de choses. Il n'y a pas, contrairement à ce qui a été dit autrefois, des personnes qui n'ont que un karma tellement lourd, les pauvres qui doivent être flagellés sur la place publique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous vous sentez encore très malmené par la vie, par les autres, c'est peut-être que vous êtes venu, vous, apprendre à vous renforcer, à dire stop, à dire respectez-moi, et à vous respecter, vous, et à vous aimer très profondément. Et voyez, ça aussi, c'est la loi du karma. Ce n'est pas la loi punition et récompense. Ça, c'est ce qu'on disait autrefois, mais c'est complètement révolu. Il faut lâcher ça. Il n'y a aucune punition et aucune récompense. Je sais que ça vous fait du mal de m'entendre dire ça, mais essayez de voir ça. C'est plus juste en fait. Vous co-créez, comme je le disais tout à l'heure. Alors, si vous faites malmener par les autres une fois, ok, ça peut arriver. Mais si c'est répétitif dans votre vie, oh, je pense qu'il faut réfléchir à ce que vous manifestez. Parce que il y a des êtres avec qui vous avez des accords d'âme à âme, ceux qui sont tout près de vous, et peut-être que votre âme leur a dit je suis un être fort, mais mon humain semble ne pas du tout l'intégrer. Est-ce que tu peux m'aider à être plus fort? Et comment aide-t-on quelqu'un à être plus fort? Il y a deux choix. Soit on le brosse dans le sens du poil et on l'encourage. Mais pour trouver sa force intérieure, c'est pas super efficace. Et alors on va mettre un autre lot de personnes qui va, elle, nous brosser dans le sens inverse du poil. Elle va nous savonner la planche, elle va être un peu nos ennemis si vous voulez. Et vous savez que les âmes me disent qu'il faut un amour incroyable pour avoir ce genre de rôle, parce que toutes les âmes s'aiment, hein. Il n'y a pas d'ennemis dans l'âme. Alors, ces âmes-là, elles vont venir vous pousser dans vos retranchements. Elles vont, si elles sentent que vous avez besoin de développer votre estime de vous-même, elles vont peut-être abuser sur l'irrespect, de demander beaucoup plus, toujours et encore, jusqu'à ce que vous vous sentiez un peu noyé. En fait, jusqu'à ce que vous réagissiez. Et si vous ne réagissez pas parce que vous vous sentez trop petit, trop étriqué, pas avoir la légitimité de vous exprimer et de poser vos limites et de dire non, peut-être, ça peut être ça, et donc de vous dire oui à vous, eh bien l'expérience risque de se répéter. Ce n'est pas du karma, c'est ce que vous générez dans cette vie.
Est-ce que ça te va comme explication, Oui, bah, Isabelle? la dernière phrase que tu as dit, ce n'est pas du karma, c'est ce que vous générez dans votre vie. C'est quelquefois compliqué à faire la différence, Virginie. En fait, je vais te dire, et je vous dis à tous, avec le karma, on en a profité pour faire la victime. Vous savez, cette tendance à mettre le problème à l'extérieur. Oh non, c'est pas moi, c'est mon karma. Oh, j'ai dû avoir un sale karma, j'ai dû faire des trucs horribles pour vivre ça. Mais en fait, c'est notre manière de nous déresponsabiliser. Aujourd'hui, on n'est plus là. Aujourd'hui, on prend nos responsabilités. Ça veut pas dire s'autoflageller, ça veut juste dire, OK, je me rends compte que je ne suis pas respectée au travail, mes enfants, et puis peut-être aussi d'une autre manière. Mais qu'est-ce qui fait que je génère ça? Et c'est une vraie réflexion sur soi-même à mener, qui peut être accompagnée, bien sûr, mais c'est un peu facile de dire ça doit être lié à du karma. Aujourd'hui, la plupart du karma a été nettoyé dans les années qui viennent de s'écouler. Il nous reste des choses karmiques encore à nettoyer, mais c'est vraiment tout petit par rapport au lot avec lequel on est arrivé de sac à dos de karma, c'est-à-dire de régulation de nos vies antérieures. Aujourd'hui, on est en train de libérer notre sac à dos très fort parce qu'on est sur un nouveau cycle qui commence là. Et alors, ben justement, c'était de vivre plein de petites expériences qui nous rappelaient ce qu'on en avait dans notre sac à dos pour pouvoir nous choisir à chaque fois. Mais ne commencez pas à dire tout de suite, c'est le karma, c'est le karma. Non, non, c'est aussi ce qu'on génère dans cette vie-là. Votre pouvoir créateur est très très fort depuis qu'on a libéré le karma, Ça, je comprends très bien. Et hein. donc, c'est de pouvoir aussi partir, se déconnecter de certaines personnes s'il le faut. Absolument. Parfois, il faut se préserver. Je dis pas se protéger parce qu'il n'y a pas de danger, hein, mais se préserver. Et parfois, même avec des gens très très proches, comme nos parents, nos frères et sœurs, par exemple, ou bien un ancien mari ou une ancienne épouse, eh bien, la situation, elle est tellement enquistée, c'est tellement impossible de dialoguer que il est peut-être préférable de se détacher de la personne. Euh, Par contre, ça ne vous dédouane pas de faire un travail pour être en paix avec votre histoire, d'être en paix, pas forcément vous réconcilier avec l'autre, mais être en paix dans votre cœur et sur ce qui s'est passé. Faites-vous aider si vous en avez besoin, parce que des fois, on a tellement le nez dans le guidon, on a du mal à prendre le recul. Mais on n'est pas obligé de se frotter tout le temps à ce qui pique. On peut choisir de s'écarter. Par contre, vous ne pouvez pas faire ça avec toutes vos relations. Si à chaque fois vous êtes dans une relation, ça tourne au vinaigre, essayez vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous générez. Mais si c'est une ou deux personnes dans votre vie, alors vous êtes incompatibles dans cette vie, c'est tout. Oui. En fait, trouver la paix, c'est aussi sortir de cette de la victimisation. Misation. Mm. C'est ça, hein. Oui, Trouver la personne. en fait, On laisse tomber ce qui a été en moi, je fait. travaille beaucoup les relations et on va voir les accords d'Abraham qui ont été conclus pour comprendre pourquoi des fois ça a été aussi épidermique ou on est passé à côté l'un de l'autre. Donc c'est très très intéressant. Il faut aller voir les accords d'âme qu'il y a, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est venu se faire travailler mutuellement, conjointement. Ça c'est très intéressant et ça donne beaucoup de recul déjà. Et ensuite, parfois on est passé complètement à côté de la mission. Enfin, ça arrive, hein, c'est notre libre arbitre humain et c'est OK. Alors là, il est important de prendre du recul en fait et de dire j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais aujourd'hui, j'ai envie d'avancer sereinement. Tout le monde a envie d'avancer sereinement. Alors, je viens retirer les épines qui a été posée là et je viens mettre de l'amour pour moi déjà. Et je ne juge pas l'autre, ça ne sert à rien. Chacun est dans sa bulle, moi je dis, dans son microcosme, et tout le monde a raison avec soi-même. C'est toujours l'autre qui a tort. Non, arrêtons de nous victimiser, simplement.
c'est une question de reprendre son pouvoir, je te dirais, Isabelle, en fait. Tu vois, parce que des fois, il y a des rapports de pouvoir dans les relations, c'est juste fou. Et puis, parfois, on est sous emprise, on s'en rend même pas compte. Certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Et ouvrir les yeux, des fois, ça fait mal. Alors, sortir de la victimisation pour se rendre complètement responsable de ce que l'on a généré, mais pas s'auto-flageller jusqu'à ne plus pouvoir. Ça ne sert plus à rien, tout ça. Nous sommes là pour avancer. Alors on sent bien qu'il faut quitter des choses parfois pour pouvoir avancer. C'est ok, il faut oser, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas là pour tourner en boucle tout le temps et ruminer. Donc, je suis sûre que cette interview va vraiment aider beaucoup de gens justement à retirer toutes ces petites épines dont tu parlais il y a un instant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important avant qu'on conclue, Virginie, à apporter, à dire? Alors moi, Virginie, ce que j'ai envie de dire, c'est vous avez tous beaucoup de lumière à l'intérieur de vous. En fait, même si c'est souffrant, compliqué, dualiste en vous, vraiment, il y a beaucoup d'amour. On est des générateurs d'amour, hein. Je disais tout à l'heure, les guides disent des aimants surpuissants. Vous avez juste à penser à des êtres que vous aimez, à des enfants, à même peut-être à la vie, à la nature, aux animaux même peut-être. Et pouf, on est dans de l'amour en fait. Osez descendre dans votre être pour le recevoir, le percevoir. Et tout ça pour nous dire que nous sommes amour. Nous sommes amour. Pourtant, dans nos humains, comme on l'a dit tout le long de cette interview, ça se bagarre un petit peu, hein. Donc, se rappeler qu'on est amour et que l'on est complètement légitime à vivre une vie qui nous ressemble, avec les êtres qui nous font du bien et au rythme dont on a besoin de vivre. Alors, accueillez-vous parce que c'est vraiment une période de transformation hyper importante en ce moment. Donc, allez-y, prenez le tremplin parce que là, vous allez être super aidés et tout, et dans les années à venir encore. Alors, de l'amour pour vous déjà, de l'amour. Entourez-vous de tout ce qui vous donne de l'amour, c'est les animaux, entourez-vous d'animaux aussi, c'est la nature. Entourez-vous de nature. N'exigez pas trop de vous. Tranquille, tranquille, allez à votre rythme. Et c'est ça, le cesser de lutter, je crois. S'accueillir. Se foutre un peu la paix parfois. Merci beaucoup, Virginie. On va faire ce petit ricochet. Allez, on va lancer la pierre dans l'océan qui va faire des ricochets énormes d'amour. C'est ce que je souhaite en tout cas. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent. C'était vraiment un moment magnifique de passer avec toi. Virginie, je te remercie énormément aussi. Et puis, bien sûr, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire, à liker. Bien sûr, j'ai un petit don PayPal sur ma page si vous voulez soutenir cette chaîne. Ben, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et surtout portez-vous bien où que vous soyez dans le monde. Ben, on vous embrasse, n'est-ce pas, Virginie? Merci infiniment Isabelle et merci à tout le monde. Je vous embrasse plein d'amour à tous et à toi Isabelle. À très bientôt. Bye bye.